Madame, Monsieur, bonsoir. On l'a connu à travers le festival des musiques Gnawa d'Essaouira. Aujourd'hui, son aura a dépassé le festival pour devenir une patronne qui va au combat aux côtés des patrons de la CGM et parfois même contre certains d'entre eux. Elle est la première vice-présidente de la Chambre des conseillers issue du groupe de la CGM. Elle a défrayé la chronique il y a un an de cela après avoir été mise à l'écart par son groupe représentant le patronat. Aujourd'hui, en tant que présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives, elle vient défendre sa vision de l'industrie. Madame Nélet Tezi, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous. Dernièrement, vous avez tenu les assises de l'industrie culturelle. Quels sont vos objectifs à travers cet événement? Alors, l'objectif, il est déjà de changer la perception qu'on a de la question culturelle. Vous savez que la culture, c'est ce qu'on a de meilleur en nous, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous rapproche, mais c'est aussi tout un monde, c'est un univers et c'est un secteur économique à part entière. Et nous avons cherché à travers ces assises à d'abord passer le message que nous devons travailler à créer les conditions de l'émergence de ce secteur. Prendre ce secteur plus au sérieux, cesser de voir les acteurs culturels et le secteur de la culture comme un secteur qui vient après les autres. Donc c'est un secteur qui est essentiel, qui a beaucoup à apporter à ce pays, qui a beaucoup apporté dans le passé, qui continue d'apporter, mais qui peut apporter encore plus. Donc comment? Évidemment, quand on parle d'industrie culturelle, c'est de créer une économie de la culture. C'est de créer les conditions pour favoriser la diffusion et même la commercialisation et la professionnalisation du bien et du service culturel. Vous avez signé des accords avec le ministère de la Culture. On sait que Mohamed Larraj est parti. La prochaine étape, elle serait quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais d'abord saisir cette occasion pour remercier M. Mohamed Larraj, qui a été un ministre très à l'écoute et qui a permis que nous puissions tenir ces assises, qui nous ont permis de souligner la nécessité de mettre en place des synergies, parce que la culture, elle est transversale. On la retrouve dans l'éducation, dans les activités en direction de la jeunesse, toutes les activités de proximité d'épanouissement de la jeunesse, dans les territoires, les villes, dans le tourisme, dans les relations internationales, la diplomatie, le rayonnement du Maroc. Donc vous voyez que la culture, elle est partout. Donc nous devons ensemble discuter de qu'est-ce que nous pouvons faire pour donner plus de force à ce capital, qu'il soit patrimonial ou qu'il soit contemporain en matière de création et de favorisation des talents. Et ces assises, elles vont avoir quoi comme impact sur les artistes, les hommes et les femmes de la culture? Écoute, elles n'auront pas un impact immédiat, l'impact qui se fait déjà sentir. Je vais vous donner un exemple, puisque vous voulez du concret, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons été élus à la tête de cette fédération le 28 février, nous avons signé un partenariat public-privé avec le ministère de la Culture et de la Communication. Nous avons milité au mois de mai pour faire entendre notre voix au niveau des assises de la fiscalité qui, à l'issue de ces 2 journées, ont inscrit dans leurs recommandations et j'espère dans la loi cadre à venir la nécessité de créer une fiscalité adaptée pour le secteur de la culture. Et puis, nous avons aujourd'hui, au moment où la loi de finances rentre au Parlement, une décision qui est inscrite au niveau de la loi de finances, qui est de réduire de moitié le taux de TVA pour tout ce qui est entrée de musée, place de cinéma, tickets de spectacle. Donc c'est une petite avancée, mais elle est là, elle existe. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de créer une dynamique et de créer de la confiance, de se faire entendre. Parce que vous savez, il faut sensibiliser, il faut travailler, il faut convaincre et il faut être, plus on est nombreux et plus on est unis et ensemble pour aller atteindre des objectifs, plus on aura de possibilités de les atteindre. Donc voilà, c'est un premier pas et évidemment nous avons l'intention de faire gagner des premières batailles et puis des batailles à moyen terme et des batailles à long terme. Vos assises de la culture ont été marquées par l'absence d'un grand nombre quand même d'hommes et de femmes de la culture. Cette absence, vous la présenteriez? Alors ça c'est une vue de l'esprit, voilà. Je dois vous couper, vous interrompre parce que c'est une vue de l'esprit. Il y avait 600 personnes présentes à ces assises.
Et puis, il y avait... Des artistes, des écrivains, des chanteurs. Il y avait, mais alors je rappelle et je précise, ce qui est très important, que ce n'était pas les assises de la culture, mais les assises des industries culturelles et créatives. Ouais. Donc lorsqu'on parle le socle de l'industrie culturelle, c'est l'artiste lui-même, c'est l'écrivain, c'est le poète. Oui, mais c'est un débat que nous avons eu avec le ministre de l'époque. Évidemment, nous aurions souhaité inviter toutes les personnes qui composent le monde artistique et culturel, que ce soit les acteurs, les réalisateurs, les chanteurs, les danseurs, les acteurs de théâtre, les écrivains. Et vous imaginez bien que quand on les énumère tous, on ne peut pas inviter tout le monde. C'est pas l'envie qui manquait aux organisateurs, le ministère et la fédération, mais c'est simplement une question de place et de possibilités. Donc c'était des assises dont l'objectif était d'inviter les professionnels qui font la chaîne de valeur qui crée l'économie de la culture. Lorsqu'on parle par exemple de cinéma, ce sont surtout les chambres professionnelles qui représentent les réalisateurs, les syndicats qui représentent les comédiens, ce sont les professionnels qui font les salles de cinéma, les distributeurs, tous ces métiers qui font des filières. C'est la même chose pour la filière du livre, où il y a des unions d'écrivains, des unions d'éditeurs. Donc ce sont surtout des syndicats, des chambres professionnelles et tous ces métiers qui font qu'on peut créer une industrie. Alors je termine, si vous le permettez. Les assises des industries culturelles réunissent tout un tas de secteurs. J'ai parlé de synergie, le secteur des finances, le ministère de l'Intérieur, les collectivités territoriales, le ministère du Tourisme, tout cet univers qui fait que nous devons ensemble prendre conscience des problèmes qui freinent l'émergence des industries culturelles. Depuis que vous avez organisé bien avant ces assises, en fait, il y a une critique qui revient en fait dans la bouche surtout des gens qui sont liés à la culture, que la CGEM est en train d'avoir la même mise en fait sur ce secteur. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est votre objectif ? Là aussi, je suis dans l'obligation d'apporter quelques précisions. Ce n'est pas une question qui est revenue sur beaucoup de bouches. Il y a eu un article de presse sur l'ensemble des articles et des médias que je remercie qui ont couvert largement sur les réseaux sociaux, cet événement. Sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, c'est vrai que finalement, c'est une information qui a circulé. Alors je ne comprends pas le sens de cette critique parce que aujourd'hui, il faut rappeler des faits que les gens, peut-être, dans leur grande majorité, ne savent pas nécessairement. Nous avons des institutions. Nous avons des institutions qui donnent une orientation aux politiques publiques dans notre pays. Parmi ces institutions, il y en a une qui joue un rôle fondamental, qui est le Conseil économique, social et environnemental. En 2016, le Conseil économique, social et environnemental a émis un avis qui est intitulé « L'économie de la culture ». Parmi les recommandations qui figurent dans cet avis du CESE, il y a un certain nombre de recommandations. Nous, en tant que fédération, lorsque nous avons créé cette fédération, nous avons pris en compte ces recommandations. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qui sont éminemment liés au monde économique. On parle de fiscalité, on parle de législation, la CGEM a un groupe parlementaire. Ce sont celles-là les recommandations. Une meilleure législation, une meilleure fiscalité, de la formation professionnelle. Il y a aujourd'hui des filières qui ne peuvent pas se développer parce que nous ne trouvons pas les profils adéquats pour permettre l'émergence de certaines filières dans le domaine des industries culturelles. Donc, je ne peux pas les énumérer tous. Et en amont de toutes ces recommandations, il y a une stratégie nationale sur la question des industries culturelles et créatives. Donc, nous nous sommes autosaisis, nous avons discuté avec un tas de professionnels dans toutes les filières, et nous avons pris la décision de créer cette fédération pour que certains sujets puissent être portés par des experts. Il se trouve que la CGEM dispose de ces expertises qui sont des bénévoles, mais qui sont là engagés, qui militent pour développer l'économie du Maroc. Et si cet avis du Conseil économique s'appelle l'économie de la culture, c'est qu'il y a une économie de la culture et ça a été prouvé ailleurs dans le monde. Vous savez qu'en France, c'est un chiffre qui revient souvent, qui revient beaucoup, les industries culturelles pèsent 7 fois le poids de l'industrie automobile dans le PIB français. Je reviens toujours aux critiques au fait que le patronat n'a rien à voir avec la culture et quelque part c'est une sorte d'illégitimité. Absolument pas. Est-ce que la culture a besoin d'être approchée comme un produit qui se vend, qui rapporte de l'argent ? Mais bien sûr, non seulement l'artiste et toute la filière culturelle a besoin de s'inscrire dans une dynamique économique. D'abord,
pour pouvoir sortir de cette situation d'être toujours en train de demander un soutien. Les gens veulent leur dignité, les gens veulent travailler avec un écosystème organisé, structuré, avec des lois, avec une fiscalité avantageuse, parce que le secteur de la culture le mérite, tout comme d'autres secteurs ont pu jouir d'une fiscalité adaptée, parce que la culture a beaucoup à apporter à notre pays. Elle apporte déjà beaucoup sur le plan du développement économique, de la cohésion sociale, de l'émancipation des gens. Les territoires, vous savez, moi je parle forte de presque 25 ans d'expérience dans le domaine de la culture, et j'ai moi-même démarré dans des conditions très difficiles. J'ai vécu la solitude de l'acteur culturel, du promoteur culturel qui est toujours en situation presque mendier jusqu'à la dernière minute pour pouvoir réaliser un projet. Mais regardez aujourd'hui ce festival Gnawa qui a connu tellement de difficultés, qui a encore beaucoup de fragilité. Regardez ce qu'il a pu faire à l'échelle d'une ville comme Essaouira. Regardez ce qu'il a pu faire pour les Gnawa qui sont à quelques semaines d'être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. N'est-ce pas là un bel exemple de ce que la culture peut faire et de la dynamique qu'elle peut susciter? Donc c'est simplement pleine de conviction, de passion, d'envie de voir mon pays avancer, que je me suis engagée dans cette fédération avec le soutien de nos membres que je remercie et j'espère qu'on ira beaucoup plus loin. Néla Tézi, vous êtes présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives, mais vous êtes aussi parlementaire CGEM. Un bilan de votre expérience au sein de la CGEM en tant que parlementaire? Écoutez, moi je ferai avec beaucoup d'humilité un bilan très positif. Même dans les moments difficiles, j'y vois du positif. Parce que, vous savez, quand on est nouveau dans cette institution, on vient avec des préjugés peut-être, on vient avec des idées reçues. Souvent, on a l'impression que le Parlement, c'est un monde très critiquable, qui ne travaille pas assez. Moi, je vois dans le Parlement, d'abord, un lieu où il se passe énormément de choses. Qu'on méconnaît lorsqu'on n'a pas été dedans. On ne connaît pas la complexité du monde parlementaire, le fonctionnement de l'institution parlementaire. Et je vois qu'il y a des associations comme Tafra aujourd'hui qui font beaucoup d'efforts pour expliquer comment fonctionne le Parlement, comment se pose une question orale, et c'est très important d'expliquer, de vulgariser ces sujets pour amener une meilleure perception aux citoyens et au plus grand nombre. Parce qu'il y a beaucoup de parlementaires qui travaillent dur et qui ont envie de faire avancer les choses. C'est vrai que leur image, en fait, chez le Marocain, elle est vraiment très ternie, il faut le dire. Maintenant, je voudrais juste évoquer... Partout dans le monde, hein, l'antiparlementarisme est une tendance qui existe partout dans le monde, même dans les plus grandes démocraties. On peut dire qu'il y a du bashing parlementaire, si on peut parler comme ça. Est-ce que vous avez été mis à l'écart, ou plutôt sorti du bureau de la Chambre des conseillers? Qui c'est qui vous a mis à l'écart? Est-ce que c'est Mzouar? Est-ce que quelqu'un d'autre? Parce qu'on ne sait pas. En fait, dans la presse, on parle de Mzouar. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de précision là-dessus? Je ne donnerai pas de nom, évidemment, parce qu'ils se reconnaissent très bien, et eux et leur conscience. Ce que je dirais, c'est que c'est les pratiques qui ont été utilisées pour m'exclure, moi qui étais la seule femme et qui jusqu'à présent a été l'unique femme, parce que si d'autres pratiques avaient été utilisées, on aurait pu éviter que ce bureau se retrouve sans femme. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de femme aujourd'hui a été vécu et est en réalité un recul. Non pas qu'une femme mérite la place plus qu'un homme, mais que nous avons aujourd'hui des textes qui nous régissent et en tout premier lieu une constitution dont l'article 19 dit clairement que nous devons tendre vers la parité. Donc à partir du moment où il y a eu une femme pour la première fois au bureau, logiquement il devrait y en avoir une deuxième et non pas un recul. Donc il y a eu tout un courant de citoyens, d'associations, de militants qui ont considéré que c'était un recul et ils ont raison. Parce que si les pratiques qui ont été utilisées pour m'écarter, aussi parce que peut-être que je dérangeais par les positions que je prenais, par ma volonté de défendre des positions claires en matière d'éthique et de bonne gouvernance, si ces pratiques n'avaient pas été utilisées et qu'on avait procédé autrement en permettant au moins à ce qu'il y ait une autre femme à ma place, ben, les choses auraient été différentes. Aujourd'hui, c'est ce recul-là. Cette façon de considérer que les orientations de la Constitution sont secondaires et qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent mettre ça de côté pour des raisons qui leur sont personnelles. Et ça, c'est extrêmement regrettable. Et tout ce qui a été dit pour justifier la manière dont j'ai été écartée n'est que du mensonge. Mzouar n'y est pour rien?
Je ne voudrais pas me prononcer sur cela, surtout que M. Mézoir aujourd'hui a quitté la CGEM dans des conditions que tout le monde connaît. Et donc, ça fait partie aujourd'hui du passé de notre confédération, qui est elle-même aujourd'hui un carrefour très important. On va en parler. Est-ce que c'est très difficile d'être une femme patronne aujourd'hui parmi les patrons de la CGEM au Maroc? Non, c'est pas. Ça dépend de comment on regard se et au vu de votre expérience. Comment on vit son militantisme, son engagement, son positionnement. Évidemment, ce qui est plus dur, c'est d'être une femme éthique avec des positions claires en matière d'objectifs, de gouvernance et de prise de responsabilité, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'heure ne nous permet plus de voir les choses autrement que par l'éthique, la responsabilité et de pratiquer ces valeurs avec le plus de conscience possible et d'engagement. Est-ce que vous pouvez dire, ou vous dites autrement, que la CGEM n'a pas été à vos côtés dans cette situation difficile que vous avez vécue concernant cet épisode du bureau de la Chambre des conseillers? Est-ce la CGEM? Est-ce que c'est une organisation opaque? Est-ce que c'est... Parce qu'on ne les entend pas beaucoup parler en fait dans la presse quand il s'agit de débat en fait sociétal au Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la CGEM communique beaucoup sur des questions économiques, c'est normal parce que nous sommes une confédération patronale. On a bien vu même récemment qu'avec les déclarations de M. Mézoir pose problème lorsqu'on s'aventure sur des territoires qui sont hautement politiques. Mais c'est vrai que sur les sujets sociétaux, on n'entend peut-être pas beaucoup les patrons et qu'ils auraient... on aurait tous à gagner à plus se prononcer sur les sujets sociétaux parce que je parle bien des sujets sociétaux, pas les questions politiques, même si je suis moi-même une parlementaire, donc une femme politique. Les sujets sociétaux sont un peu le curseur et la ligne médiane de la société, des tendances dans lesquelles notre société veut aller. Donc on l'a vécu récemment avec... la question de la journaliste Hajara Issouni, c'est des sujets sur lesquels nous, citoyens, quel que soit notre positionnement dans l'échelle économique, sociale, politique, je pense que nous avons tous un devoir de prendre position sur ces questions-là parce qu'elles sont trop déterminantes. Aujourd'hui, quelle est la situation de la CGEM? Alors, la CGEM aujourd'hui est dans une situation complètement inédite parce que le vice-président a démissionné en juillet, le président a démissionné il y a quelques jours et donc nous sommes dans une situation qui ne figure nulle part dans les statuts qui nous régissent. Donc nous sommes à la veille d'un conseil d'administration qui va avoir lieu le 28 octobre. Donc, je donne juste une information que cette émission elle va être diffusée juste après la tenue de ce conseil. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de tourner avant le... Très bien. Donc voilà. Le conseil d'administration va, de manière concertée, prendre une décision en ce qui concerne la gestion de cette période transitoire. Parce que les statuts précisent qu'en cas d'absence du président, de démission pour une raison ou une autre, dans les 3 mois, nous devons convoquer une assemblée générale élective. Donc, dans les 3 mois, nous devons convoquer cette assemblée et organiser des élections pour désigner un nouveau binôme. Et donc, évidemment, le calendrier électoral change parce que du coup, nous allons élire un binôme pour les 3 prochaines années. La Confédération aujourd'hui avance, se concerte. Il y a beaucoup de personnes qui échangent, qui discutent sur comment et qui peut-être éventuellement à qui confier la présidence de la CGEM pendant cette période transitoire. Donc je pense que la CGEM avance en rang uni. Nous avons tout intérêt, c'est le patronat marocain, c'est quand même près de 100 000 entreprises à travers 33 fédérations, à travers 13 régions, donc toutes les régions du Maroc plus une région des Marocains du monde. L'enjeu est important, la crédibilité, le sérieux de notre image aussi est très engagé, donc je reste très confiante. Et puis il faut rappeler aussi que l'enjeu de cette période transitoire n'est pas énorme, c'est d'expédier les affaires courantes et puis de préparer l'élection qui va se faire dans les prochaines semaines. Voilà, des élections sont en vue et j'aimerais bien vous poser une question qui, je sais qu'elle va vous importuner. Est-ce que vous êtes candidate à la présidence? Écoutez, ça c'est une information qui circule depuis quelques semaines, comme d'autres noms circulent.
Pourquoi, à votre avis, on parle de vous dans la presse en mettant la... je vous retourne la question, vous êtes journaliste, et l'info vient de la presse. Peut-être vous êtes proche des journalistes, les journalistes peut-être qu'ils vous aiment, et ils vous voient en fait, et puis ils voudraient aussi avoir une autre fois une femme à la tête de cette institution. Écoutez, il n'y en a eu qu'une et je voudrais lui rendre hommage parce qu'elle a fait un travail exceptionnel. Elle a présidé cette confédération pendant 6 ans d'une main de maître. Elle a aussi géré une transition qui était importante puisque pour la première fois, la CGM avait un groupe parlementaire. Et c'est elle qui vous a convaincu de venir à la CGM. C'est elle qui m'a convaincu de venir à la CGM parce qu'elle voulait une communicante militante. Mais également, ce qui est important de souligner, c'est qu'elle a géré cette nouvelle période que vivait la CGEM en 2015 avec une entrée au Parlement. Et je la félicite parce qu'elle a véritablement très bien géré toute cette période-là. Vous ferez une bonne présidente ? Je ne peux pas répondre à cette question, bien entendu. J'ai démarré cette émission en parlant d'une prise de parole humble et je suis une personne humble. D'accord. Alors, parlons maintenant de la femme entrepreneur. Comment jugeriez-vous en fait la situation de ces femmes-là? Est-ce que c'est facile vraiment de se lancer, de lancer son entreprise au Maroc pour une femme? Écoutez, lancer son entreprise pour une femme, c'est pas plus difficile que pour un homme, sauf que l'accès au financement pose problème. Vous savez, au Maroc, on a un recul sur le taux d'activité des femmes. Les chiffres sont clairs. En 99, je crois qu'il y avait plus de 30% de femmes actives, 22 en 2014, 25 en 2014 et 22 aujourd'hui. Donc il y a un recul du taux d'activité des femmes et c'est une question inquiétante qui interpelle jusque dans les institutions internationales. Pourquoi est-ce que les femmes travaillent moins? Aujourd'hui, il y a à peu près 20% de femmes marocaines qui travaillent. C'est pas normal. Il faut que nous fassions plus pour encourager les femmes à travailler, les jeunes et pour encourager les femmes à entreprendre. Donc c'est plus difficile évidemment parce que les conditions ne le permettent pas. L'accès au financement, l'accès aux crèches, pas assez de crèches, des crèches trop chères pour celles qui peuvent mettre leurs enfants dans les crèches. Donc c'est toutes ces questions-là que nous devons traiter, qui sont traitées au sein de la CGEM et qui sont prises très au sérieux au sein de la CGEM, non seulement par le fait que nous avons 2 femmes administrateurs qui représentent les femmes entrepreneurs, mais aussi il y a les femmes qui représente l'association des femmes dans les conseils d'administration. Il y a des femmes qui militent pour qu'il y ait plus de femmes, parce que plus il y a de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises et des entreprises en général, plus elles vont défendre ces questions-là. Et plus il y a de femmes au Parlement, plus elles vont défendre ces questions-là. Donc vous savez, quand on parle de nouveaux modèles de développement, quand on parle de trouver des solutions pour un Maroc plus moderne, pour un Maroc avec plus de croissance, pour un Maroc avec plus d'emplois et d'offres d'emploi pour les jeunes, c'est toutes ces questions-là dont il est question. Et les femmes entrepreneurs doivent avoir de meilleures conditions pour pouvoir avoir plus confiance en elles, pour pouvoir être plus soutenues, pour pouvoir être plus encouragées. Donc, et parce que aussi, les rapports le disent, les entreprises sont plus performantes quand il y a des femmes qui sont dans les postes de direction. Alors, je voudrais finir ce face-à-face sur le débat sur les libertés individuelles. Quelle en est votre position? Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Est-ce que vous êtes pour les libertés ou qu'il faut mettre des limites? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je pense qu'il faut évidemment beaucoup plus de liberté parce que nous sommes un pays qui s'inscrit dans une dynamique de modernité. Nous sommes un pays qui a des ambitions, nous sommes un pays très conscient de l'époque dans laquelle nous vivons et nous devons aller dans le sens d'élargir les libertés individuelles, évidemment avec le respect des valeurs qui font de la société marocaine. Donc moi, c'est vague comme réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il faut par exemple donner à ceux qui demandent à ce que les relations sexuelles hors mariage soient dépénalisées? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors moi je pars du principe qu'une femme majeure et vaccinée a le droit de faire de sa vie ce qu'elle veut. Elle est responsable d'elle-même. Voilà. Et que personne ne doit venir dicter à un être humain qui est majeur et vacciné ce qu'il est en droit de faire ou pas droit de faire à partir du moment où il est respectueux de la loi. Alors, évidemment, quand on parle des lois, et je suis parlementaire, je le rappelle, le code pénal aujourd'hui a fait que nous avons pu vivre une situation telle que l'emprisonnement de Mme Hajar Raissouni. Ce n'est pas normal d'aller en prison parce que on
Et encore, ça reste à prouver, je l'ai déjà dit devant un de vos confrères, ça reste à prouver qu'elle ne voulait pas porter une grossesse. Ça reste à prouver. Mais quand bien même, il n'est pas normal d'aller en prison pour ce type de choses. On va en prison quand on nuit à son prochain, qu'on est un danger pour ses concitoyens, mais pas pour ce type de choses. Donc il faut changer les lois. Et vous avez aujourd'hui le code pénal qui est en discussion au Parlement 490. Depuis 2016 et qui est encore en débat aujourd'hui. Et d'ailleurs, à la Chambre des représentants, le débat a été, la remise des amendements a été encore différée jusqu'à fin novembre. C'est vous dire que on a encore beaucoup de choses à débattre avant qu'ils viennent au niveau de la Chambre des conseillers. Donc c'est à travers les lois que nous devons établir les règles et faire changer les choses. Naila Tezi, merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.